Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 8 septembre et au sommaire cette semaine, 5 articles. Plus une marque est forte, plus elle a un devoir moral, à lire sur emarketing.fr. L'ultra proximité, un nouveau marqueur fort pour l'enseigne Monop, à lire sur republicretail.fr. Naf est tombé à cause de la machine de guerre Chine, à lire sur bfmtv.com. La start-up de livraison Frishti pourrait être reprise par sa concurrente La Belle Vie, à lire sur usinedigital.fr. Et enfin, encaisser ses produits avec son smartphone pour réduire le temps d'attente en magasin, à lire sur acturetail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, je profite de cette tribune pour vous annoncer officiellement le départ de mon défi vélo. Comme vous le savez, comme Exposium, organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce à Monaco et Expérience Client à Biarritz, soutient les Digital Doers depuis 3 ans et demi. À l'occasion du One-to-One qui se tient donc à Biarritz du 3 au 5 octobre prochain, je vais réaliser un défi sportif. Relier Paris à la ville basque à vélo. Le thème de cette édition 2023 est l'éthique. C'est chic, alors quoi de plus cohérent que d'aller à cet événement à la force des mollets. Départ le samedi 16 septembre de la fontaine de la Porte d'Auteuil pour 2 grosses semaines sur les routes et chemins de France. 16 étapes et près de 900 km plus loin, arrivée dans le sud-ouest pour l'ouverture du One-to-One Expérience Client. L'opération aura pour objectif également de promouvoir Team for the Planet. Alors comment ? En vous proposant de devenir actionnaire de TFTP. Team for the Planet est un tout nouveau modèle d'entreprise au service de l'urgence climatique. L'objectif est de rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les détails du défi vélo sur le site défivélo.lesdigitaldoers.com. Je répète, défivélo.lesdigitaldoers.com. Tous les jours du trajet, je partagerai mes avancées et du contenu exclusif autour du marketing digital. Pour me suivre, les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, Facebook, X, nouveau Twitter et TikTok. Tous les liens sont sur le site. Pour ceux qui souhaitent encore plus de contenu exclusif, une communauté WhatsApp vient d'être créée. Le lien se trouve aussi sur le site. Bref, c'est avec beaucoup d'excitation que j'attends le départ. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir le jour J, samedi 16 septembre à 10h30, pour souffler les bougies de mon anniversaire. Oui, c'est ce jour-là, avant de donner les premiers coups de pédale. Si d'aventure, certains veulent m'accompagner à vélo pour cette première étape, direction Ably à 60 km, ou sur une autre, vous êtes les bienvenus. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Plus une marque est forte, plus elle a un devoir moral, à lire sur emarketing.fr en date du 7 septembre. Le marketing peut-il être un moteur de transformation ? Nicolas Lambert se questionne, ancien directeur marketing au sein de pépites de la grande consommation comme Unilever et ex-CEO de Fairtrade, aujourd'hui à la tête du Sustainability Think Tank de l'association belge du marketing, lance le débat. Interview. Le marketing peut-il sauver le monde ? C'est le titre de votre ouvrage et une question provocatrice. Peut-on vraiment considérer le marketing comme un messie ? La première règle de communication marketing est d'attirer l'attention, d'où ce titre quelque peu provocateur. Il est vrai qu'au sein du grand public, le marketing n'est pas du tout perçu comme une solution à la crise environnementale, mais plutôt comme faisant partie du problème. Mon objectif a donc été d'explorer le rôle du marketing à charge et à décharge pour essayer de trouver le bon équilibre entre ce point de vue populaire, voire populiste, qui rejette en bloc le marketing, mais qui met aussi le doigt sur des pratiques problématiques et un point de vue ultra positif du marketing adopté par certains professionnels du marketing qui ont parfois tendance à trop vite
s'absoudre de tout impact négatif. Cet essai analyse les points de tension entre le marketing dans sa théorie et sa pratique et le développement durable. Où cela coince-t-il? Mais comment envisager le marketing différemment pour qu'il soit moteur d'un développement plus harmonieux de la société? Pourquoi cette image négative parmi le grand public? Le marketing est-il mauvais en marketing? Le grand public a tendance à ne retenir du marketing que la partie la plus visible, l'aspect publicitaire ou promotionnel. Or, le marketing est bien plus stratégique. Les citoyens prêtent également davantage attention aux dérives générées par le marketing comme la fast fashion ou la surconsommation. À raison, car ces problèmes, nés avec la société de consommation de l'après-guerre, doivent être remis en question. A contrario, le fait que les techniques marketing contribuent à une consommation plus responsable n'est effectivement pas assez expliqué et donc remarqué. C'est la question du sens du marketing qui est posée, de son utilité. Tout à fait. La question du sens a d'ailleurs été intégrée aux nouvelles définitions du marketing, comme celle de l'Association française du marketing ou de l'Association américaine du marketing. Ces dernières expliquent que le marketing crée de la valeur pour les consommateurs, les clients, les partenaires, mais aussi pour la société en général, une mention qui change fondamentalement la donne. La profession doit à présent faire en sorte que cette définition devienne réalité et que la dimension sociétale ne soit plus un élément périphérique au marketing, mais un élément clé, au point même que l'on se demande s'il s'agit encore de marketing. C'est-à-dire, en Belgique, la chocolaterie Galère parle, par exemple, de marketing pour qualifier le département marketing. Renommé permet souvent de considérer les choses sous un angle nouveau. Imaginer un marketing bienveillant, pour reprendre l'un de vos concepts, serait donc aussi une question de sémantique. Pour citer Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il est réducteur, par exemple, de ne regarder les êtres humains que comme des consommateurs ou des cibles. Au sein de Fairtrade, organisation dans laquelle j'ai troqué ma casquette de directeur marketing dans une multinationale, puis de consultant pour celle de directeur, nous replacions systématiquement le mot consommateur par le mot citoyen. Le groupe Unilever a quant à lui remplacé le mot cible par the people we serve, soit les gens au service desquels nous sommes. Les mots ne sont pas innocents, il s'agit de savoir si l'on considère les êtres humains simplement à travers leur fonction de consommer ou bien comme des personnes dont on se préoccupe sincèrement du bien-être. C'est pourquoi je parle de marketing bienveillant en opposition à un marketing prédateur. Dans le marketing prédateur, seul compte la maximisation à court terme du profit et le client est vu comme un portefeuille sur pattes. Peu importe finalement sa réelle satisfaction tant que l'on parvient d'une manière ou d'une autre à lui faire acheter plus et plus cher. Est-ce que l'une des raisons du blues du marketeur que vous évoquez dans votre livre, le marketing est souvent cloué au pilori dans les médias, considéré comme la source de nombreux maux de notre société. Il est difficile dans ces conditions d'être fier de son métier qui exige un grand investissement personnel, d'où ce blues. Et pourtant, les talents marketing peuvent être extrêmement utiles pour la transformation durable. Par exemple, la capacité à avoir de l'empathie pour mieux comprendre les gens, leurs besoins et leurs motivations, ou la capacité à être créatif pour réinventer de nouveaux modèles économiques et de nouveaux imaginaires. Nous avons plus que jamais besoin de ces talents, mais ils doivent être utilisés au service de modèles plus vertueux. Comment alors envisager le marketing comme un moteur de changement positif? Il faut revenir aux bases et redéfinir l'offre de nos entreprises pour créer une transformation en profondeur de nos modes de consommation. Stratégiquement, il s'agit de marketing. Je distingue 3 approches. L'approche amélioriste pour faire en sorte que les produits mis sur le marché aient un impact plus positif, qui est utile mais insuffisante en soi. La deuxième approche plus radicale consiste à revoir totalement les business models en allant vers de la circularité, de la réparabilité, des circuits courts.
La troisième approche, plus délicate pour les marketeurs car moins intuitive, est de travailler sur la réduction de la demande. L'archétype de cette démarche est la publicité Don't Buy This Jacket de Patagonia qui incite les clients à garder leur veste le plus longtemps possible, ou les campagnes du distributeur de smartphones reconditionnés Back Market qui invite à passer au reconditionné mais seulement si le client a besoin d'acheter. Existe-t-il alors des marques salvatrices? Les marques ont un pouvoir extraordinaire, leur seule présence amène volontiers à payer plus cher un produit qu'il est parfois difficile objectivement de qualifier de supérieur. Nous pouvons bien sûr être critiques envers cela, mais force est de reconnaître que certaines marques réussissent à fédérer des communautés autour d'elles et à créer un lien affectif. Ces dernières ont donc une responsabilité à utiliser ce lien pour influencer des comportements plus responsables. Plus une marque est forte, plus elle a un devoir moral à être durable et à agir pour la société et pour l'environnement. L'ultra-proximité, nouveau marqueur fort de l'enseigne Monop, à lire sur republic-retail.fr en date du 5 septembre. De la proximité à l'ultra-proximité, l'enseigne Monop renouvelle son concept avec une offre moins uniformisée et adaptée à chaque quartier, mais au socle commun pour toujours coller à son positionnement d'enseigne citadine. Reportage. Le petit format alimentaire de Monoprix, Monop, entre 150 et 400 mètres carrés, créé en 2005, ne cesse de s'adapter aux attentes et exigences de sa clientèle urbaine. En 2020, à l'occasion du 100e point de vente, l'accent est mis sur la restauration avec une large offre de produits frais, du vrac et du bio et de nombreux services digitaux. Depuis juillet 2021, l'enseigne Premium repense son modèle pour répondre une nouvelle fois à la transformation des modes de consommation, accélérée alors par la crise sanitaire. Produits locaux et sélection de produits saison, offre de restauration sur place en fonction du moment de la journée. Aujourd'hui, le nouveau dirigeant de Monoprix et Naturalia, Guillaume Séné-Close, réajuste les marqueurs forts de l'enseigne Monop aux 119 points de vente. Les attentes ont changé, nos clients veulent plus de choix et plus près de chez eux, disposer de plus de services et acheter plus vite, souligne Guillaume Séné-Close lors de la visite du magasin de Levallois ce mardi 5 septembre. Nous passons de la proximité à l'ultra-proximité avec une offre moins uniformisée, collant plus aux aspérités du quartier. Remettre au goût du jour les marqueurs forts de l'enseigne. C'est le magasin de Levallois-Perret, ouvert en 2011, qui a été choisi pour expérimenter ce nouveau concept, plutôt abouti et fonctionnel. Nous voulions un point de vente situé dans une zone concurrentielle significative, avec une forte population active et urbaine, explique le PDG. Nous avons conçu le point de vente comme un lieu de vie avec la volonté de tester un certain nombre de marqueurs. Le nouveau Monop est doté de services utiles et à portée de main, adapté aux clients du quartier et de passage. La clientèle du quartier est majoritairement composée de personnes vivant seules et CSP+, avec 52% de résidentiels et 42% de travaillants, indique Monoprix. Aussi, l'enseigne a souhaité répondre tout au long du magasin de 400 mètres carrés à ses attentes spécifiques, produits sains et frais, rapides et faciles. Le magasin réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros avec un panier moyen de 10 euros, 3 articles, avant le nouveau concept. Dans les faits, il a fallu 2 mois et demi de travaux pour faire naître ce nouveau Monop Louise Michel, du nom de la station, et rue à proximité, mais sans agrandissement. Un fort accent sur l'offre de restauration adaptée au quartier dès l'entrée. Le magasin fait la part belle aux produits frais avec une nouvelle présentation des fruits et légumes, dont certains sont sur des paniers en osier. Monop a doublé le nombre de références, aujourd'hui à 120, et a surtout accentué le nombre de produits frais. 75% d'origine France en a été en moyenne en été et une moyenne de 45% en hiver. L'offre bio a été développée pour répondre aux attentes de la clientèle du quartier. Un pôle boulangerie a été créé avec quelques exclusivités locales des artisans, Frédéric Lalos et Nina Métaillé. 2 fours ont été installés pour la cuisson sur place des pains et viennoiseries. Et impossible de louper l'offre de restauration qui a été fortement agrandie. Elle représente 15 à 17% du point de vente.
Au global, le magasin est passé de 5 500 à 7 000 produits de grande consommation. Parmi les grandes nouveautés, la gamme VJ a été significativement renforcée dans le rayon snacking et la signalétique retravaillée. Point tout bête mais très utile pour les consommateurs, les différents produits sont classés en fonction des protéines, volaille, porc, poisson, etc. Le profil de la population a également poussé l'enseigne à collaborer avec des marques de différents univers dans l'ultra-fraîcheur, gamme asiatique avec Kumo, produits frais maison avec Joli Coq, offre méditerranéenne avec Mavro Matisse et la présence d'un salade bar avec fruits et légumes. Autre nouveauté, un petit kiosque à pizza, MyPi, permet en 4 minutes de réchauffer sa pizza surgelée à 4,50 €. L'univers apéritif est élargi avec un rayon mixologie, une collaboration avec 2 startups, le Petit Ballon, déjà existante, et Graffiti qui propose un assistant caviste virtuel en scannant le QR code de sa bouteille de vin. Les 300 bouteilles en rayon seront équipées d'ici la fin de l'année. Et autre partenariat mis en avant, celui avec Bocaux Locaux pour développer la consigne en point de vente via une trentaine de références. Pour les clients, le coût de la consigne est de 20 à 50 centimes, remboursé en bon d'achat, valable dans tout le magasin lorsque le client redonne le contenant. Les produits à prix coûtant chaque semaine, si l'enseigne premium avait bloqué 260 prix du quotidien en octobre dernier, elle pousse un cran plus loin en proposant chaque semaine 3 à 4 produits frais à prix coûtant. Par exemple, cette semaine, le filet d'orange de 2 kg sera proposé à 2,56 € et la barquette de fraises de 250 grammes à 1,84 €. Les catégories poissonnerie et la boucherie-charcuterie sont aussi incluses dans l'opération, avec cette semaine des sardines à prix coûtant. Pour un paiement sans attente, les clients bénéficient du service Coupe-fil avec l'application M. Le service permet de scanner directement ses achats et de payer avec son téléphone avant un contrôle à la caisse dédiée. Petite laverie dans le magasin. Dans la partie servicielle, Monop a installé des lockers d'Amazon et Vinted et plus inattendu, et pour la première fois, un service payant de laverie avec la présence d'une machine à laver et d'un sèche-linge sont proposés aux clients. Judicieusement, ces derniers peuvent en profiter pour effectuer leurs courses alimentaires, se poser à l'entrée du magasin dans la partie cafétéria et emprunter les livres mis à leur disposition ou lire via la tablette de l'un des 100 titres de presse avec caféine. Enfin, créé en 2021 pour encourager une consommation plus responsable, le service Je m'appelle Reviens, service de prêt d'objets gratuit, est proposé dans le magasin. Les clients peuvent ainsi emprunter gratuitement pendant 48 heures une quinzaine d'articles, perceuses, planchas, pour répondre à leurs besoins ponctuels. Wikasa, spécialisé dans les services à domicile, propose également des prestations de ménage et de garde d'enfants ou encore de bricolage. À date, Guillaume Sénéclose indique que certains marqueurs pourront être repris dans certains magasins du réseau, mais qu'il n'est pas prévu avant quelque temps de déployer ce nouveau concept. Naf est tombé à cause de la machine de guerre Shein, à lire sur bfmtv.com en date du 4 septembre. Sur BFM Business, Johan Rivolian, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, explique pourquoi la marque française n'a pas profité de sa transformation. Naf est la dernière victime des difficultés du prêt-à-porter français. L'enseigne a demandé jeudi son placement, redressement judiciaire. Son sort sera tranché ce mardi au tribunal de commerce de Bobigny. La marque française, lancée en 1973, emploie 660 salariés en France, détient 131 magasins et affichait en 2022 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros. Comme le souligne sur BFM ce lundi Yann Rivaux-Allan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, Naf est un cas particulier. Mode durable, contrairement à d'autres marques, l'enseigne s'est digitalisée il y a longtemps. Ils ont eu un site internet dès 2010 et ils étaient très forts sur les réseaux sociaux. Elle avait su se transformer et avait été reprise par un fabricant turc qui pouvait l'approvisionner très facilement avec beaucoup de nouveautés, explique le spécialiste. Néanmoins, Naf n'a pas pu être aidé par l'État pendant le Covid. Ils n'ont pas pu avoir de PGE pour des problèmes administratifs. C'est une étape ratée, poursuit-il. Mais surtout, la marque, comme tant d'autres, est la victime d'une machine de guerre, Shein. Cette machine est en train de bouleverser la distribution en France.
Naf tombe et les autres sont aussi tombés à cause de cette machine de guerre. Pour autant, Yann Rivolahan estime que la marque a des atouts pour rebondir. Les propriétaires vont tout faire pour la reprendre, mais il faut tout changer, notamment en se concentrant sur la mode durable, soit tout l'inverse du géant chinois. La start-up de livraison Frishti pourrait être reprise par sa concurrente La Belle Vie, à lire sur l'usinedigitale.fr en date du 4 septembre. Une foodtech peut en cacher une autre. Depuis son placement en redressement judiciaire, la start-up française Frishti, propriété de Gorillaz et Getir, se cherche un repreneur. Elle a reçu plusieurs offres d'entreprises concurrentes, dont La Belle Vie. Alors que Frishti anticipe une poursuite judiciaire de quelques 200 livreurs de sa plateforme qui dénonce sa politique de travail illégale et dissimulée, l'entreprise de livraison de courses et de repas a peut-être trouvé un repreneur. Créée en 2015 et placée en redressement judiciaire en mai dernier, elle intéresserait fortement La Belle Vie, une autre start-up française du secteur, selon le quotidien économique Les Échos. Après avoir levé 25 millions d'euros en 2021, la foodtech apparaît à ce stade comme un candidat sérieux pour une reprise de l'activité de Frishti. Une offre jugée la plus sérieuse parmi d'autres a en effet été envoyée à sa directrice générale, Olivia Coville. Une version améliorée de la proposition dans laquelle un tiers des salariés pourrait être conservé doit toutefois voir le jour le 6 septembre. Une aubaine pour La Belle Vie. D'autres acteurs de la livraison de courses et de repas se sont également positionnés. Les sociétés Refectory, anciennement Dashbox, propriété de Carrefour, et Flink, ainsi que le fonds d'investissement Art et Biens, ont fait leurs propres offres. Malgré son historique chaotique avec le rachat en 2022 par Gorillaz, lui-même acquis par Getir quelques mois plus tard, et son récent placement en redressement judiciaire, Frishti fait miroiter sa connaissance de plusieurs marchés urbains français et une activité B2B en développement. En plus de ses livraisons grand public, la start-up a en effet lancé plusieurs offres pour les entreprises, dont des services de restauration et des comptoirs de click and collect, une division de la société qui représentait 37% de son chiffre d'affaires en 2022 et autour de 50% en 2023, selon sa directrice générale citée par Les Échos, et qui pourrait intéresser ce potentiel repreneur La Belle Vie, lequel n'est à ce jour pas investi dans un tel marché. Encaisser ses produits avec son smartphone pour réduire le temps d'attente en caisse, à lire sur actu-retail.fr en date du 4 septembre. La période de crise sanitaire a accéléré l'apparition de nouveaux modes de paiement pour fluidifier le parcours d'achat des consommateurs. D'ici 2027, le nombre de magasins offrant une solution de self-scanning devrait tripler. Parmi les technologies développées, PiccoPay ambitionne de transformer le smartphone de ses utilisateurs en caisse volatile, mettant ainsi un terme aux files d'attente interminables. Actu-Retail est allé à la rencontre d'Alexandre Chin, cofondateur de la start-up. D'où vous vient cette volonté de vous attaquer aux files d'attente en caisse ? L'idée de créer PiccoPay m'est venue d'une expérience personnelle. En sortie de confinement, je me souviens être allé dans un centre commercial et avoir reposé un t-shirt après avoir vu la file d'attente qui m'attendait en caisse. Je me suis dit que je ne devais pas être le seul à me décourager, ainsi que cela devait représenter un vrai manque à gagner pour les marques. Quelques recherches ont confirmé l'ampleur de la problématique, ce qui m'a encouragé à réfléchir à une solution. C'est énorme, 89% des Français ont déjà quitté un magasin à cause des files d'attente. Les consommateurs sont en moyenne prêts à patienter 7 à 8 minutes, pas davantage, et ce chiffre se réduit d'année en année. Les Français sont de moins en moins impatients. Plus le temps d'attente est long, plus il y a de chances qu'un consommateur parte du magasin. Et cela représente une perte potentielle de chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros en prenant en compte uniquement le secteur du textile. Ce chiffre est donc bien supérieur si l'on considère la totalité du retail. Or, nous disposons tous d'un outil super puissant directement dans notre poche, à savoir le smartphone. À partir de ce constat, notre réflexion a été de transformer le smartphone en caisse volatile. Le principe est que chaque client puisse avoir sa propre caisse dans sa poche. Scanner et encaisser soi-même ses produits, c'est un moyen d'éviter la frustration liée aux files d'attente. Comment vous y prenez-vous avec PiccoPay ?
pour faire du smartphone un support de paiement à part entière. Nous avons voulu rendre la solution la plus simple possible. Elle fonctionne à partir d'un QR code que le client scanne en magasin pour transformer son smartphone en support de paiement sans téléchargement ni inscription. Une page web s'ouvre et lui permet de scanner le code barre des produits présents en magasin. Cela alimente un panier virtuel auquel le client peut appliquer ses promotions et autres bons de réduction. Il procède alors au paiement via Apple Pay, Google Pay ou en scannant sa carte bleue. Les tickets restaurants peuvent également être pris en compte en ce qui concerne le secteur retail alimentaire. Y a-t-il des enjeux de sécurité ? Comment y répondez-vous le cas échéant ? Il était pour nous très important de mettre en place une méthodologie robuste en matière de sécurité. Nous avons 2 process. Le premier concerne l'univers du textile. Nous sommes capables de désactiver les antivols une fois le paiement effectué. Nous désactivons pour cela les puces RFID sur les produits qui ont été payés. Plusieurs grandes marques sont aujourd'hui sous RFID, comme Decathlon, Zara, H&M, etc. Nous identifions cette puce qui est unique et nous envoyons l'information selon laquelle l'article a été réglé. Ceci permet au client de sortir du magasin sans faire sonner les portiques de sécurité. Pour le non-textile, notre solution s'accompagne d'une triple barrière, psychologique, technologique et physique. La barrière psychologique consiste à rappeler au consommateur tout au long de son parcours d'achat qu'un contrôle va être effectué à la sortie. Cela forme un premier filtre de dissuasion auprès des utilisateurs. Ensuite, la barrière technologique repose sur un algorithme qui détecte des comportements considérés comme suspicieux. Nous analysons pour cela le temps pris entre chaque scan, les suppressions anormales d'articles dans le panier virtuel, etc. Plus l'utilisateur a un comportement suspicieux, plus la probabilité qu'il soit contrôlé à la sortie est élevée. De plus, les critères de détection des comportements suspicieux sont paramétrables. Si un retailer souhaite que 6 personnes sur 10 soient contrôlées à la sortie, l'algorithme sera paramétré en conséquence. Enfin, la dernière barrière est physique. Un point précis est défini en magasin que les utilisateurs de PicOpay sont contraints d'emprunter. Le contrôle est effectué soit au niveau des caisses automatiques, soit au niveau de l'accueil. Ce point de passage, explicitement défini, apporte de la clarté aussi bien pour les clients que pour les employés du magasin. Le smartphone du consommateur communique à la tablette de l'employé en charge du contrôle les informations relatives à son panier. Le contrôle dure en moyenne entre 45 et 55 secondes. Ce temps est ramené à moins de 10 secondes en cas de contrôle rapide. Êtes-vous aujourd'hui dans une logique d'expérimentation ou déjà de commercialisation ? Nous avons effectué une première phase d'expérimentation auprès de magasins indépendants. Nous voulions tester rapidement la solution sur le marché. Travailler avec des indépendants a permis d'avoir des boucles de rétroaction plus rapides avec des retours venant à la fois des consommateurs et des commerçants. Nous sommes désormais dans une deuxième phase qui est d'expérimenter la solution auprès d'une ou 2 enseignes disposant de 50 à 100 magasins, le tout pendant 2 à 3 mois. L'objectif est de finir prochainement cette phase d'expérimentation en vue d'un déploiement commercial en 2024. Quels sont vos objectifs pour les prochains mois ? Lors de notre première phase d'expérimentation auprès des indépendants, nous avons testé plusieurs secteurs comme l'alimentaire, le textile, la restauration et l'univers du soin et de la beauté. Il en est ressorti que les 2 secteurs les plus pertinents pour PicOpay sont l'alimentaire et le textile. Cela s'explique par la récurrence de nos achats alimentaires et par le temps d'attente parfois très long rencontré dans les magasins de vêtements, notamment en période de solde. Ce sont les 2 secteurs pour lesquels la conversion d'un utilisateur est la plus facile. Notre objectif est de mettre l'accent sur ces 2 secteurs et en particulier sur le segment du snacking en période de rush, c'est-à-dire à midi ou à 18h à la sortie du bureau, ainsi que le week-end où les pics d'affluence sont générateurs de frustration tant pour les clients que pour les employés qui se retrouvent débordés. À midi, un client peut être amené à acheter uniquement un sandwich, une boisson, un dessert et un paquet de chips. On parle donc d'un panier qui se limite à 4 articles, facile à vérifier. La solution PicOpay est dans ce cas très simple et naturelle à déployer et à adopter. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les commerces de proximité et les supermarchés. Nous pensons également aux centres commerciaux dont le but est d'optimiser le temps passé sur site par les consommateurs. Est-il facile de convaincre les consommateurs à recourir à ce mode innovant d'encaissement ou y a-t-il un enjeu de pédagogie à mener ? Nous avons été surpris par l'engouement suscité côté client depuis le départ. Notre souhait est de rendre l'utilisation de PicOpay la plus simple possible autour d'un parcours en 3 étapes. Je scanne, je paye, je sors. Cette démarche a rapidement été perçue comme étant naturelle par les consommateurs.
Une fois le QR code scanné, il se débrouille facilement et seul avec l'interface de navigation. Même les clients étrangers parviennent à se servir de notre solution qui est pourtant intégralement conçue en langue française. La barrière de la langue n'en est même plus une puisque le parcours est naturel et s'emprunte en totale autonomie. Il n'est pas nécessaire de solliciter un employé du magasin pour y recourir. Après une première utilisation, 8 personnes sur 10 continuent de se servir de Picopay. La vraie difficulté est de convaincre le client de scanner le QR code une première fois. Cela représente une rupture dans ses habitudes d'achat et quand il entre dans un magasin, il cherche généralement à parer au plus pressé et ne s'attarde pas à lire les panneaux l'informant de nouvelles solutions de paiement. Donc notre vrai enjeu, c'est d'intégrer le scan d'un QR code dans son parcours d'achat. Cela implique pour nos équipes d'effectuer un travail d'évangélisation auprès des consommateurs ainsi que des commerçants. En résumé, l'acquisition est difficile, mais la rétention est facile. La solution n'est pas de difficulté à s'ancrer durablement dans les habitudes une fois qu'elle a été adoptée pour une première utilisation. Et côté retailer, le sujet de l'encaissement est plutôt tendance. Les magasins cherchent tous à accélérer les modes de paiement, à l'instar des caisses automatiques de Decathlon ou des magasins autonomes de type Amazon Go qui arrivent sur le marché. Dans un contexte post-Covid, les retailers aspirent à réduire le temps d'encaissement dans une logique d'amélioration de l'expérience client. Nous savons que la principale source d'insatisfaction in-store porte sur l'attente en caisse devant les erreurs de prix et les ruptures de stock, surtout en France. Améliorer l'expérience client en magasin passe nécessairement par la mise en place d'un parcours fluide, agréable et qui fasse l'économie de 20 minutes d'attente en caisse. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.